Alors Raphaël, vous êtes CEO de Luco, assurance, habitation. Voilà, nouvelle génération, pour résumer. Exactement. Alors donc vous êtes une AssurTech, vous faites du B2C, vous étiez déjà à l'origine sur du hardware, vous n'êtes pas issu du secteur de l'assurance. J'imagine que les VC ne sont pas bousculés au portillon, quoi. Alors, en effet, lors de notre seed, donc qui était le premier tour de financement, on a eu beaucoup de mal à. Voilà, ça nous a pris 3 mois, qui n'est pas incroyablement long finalement pour beaucoup de boîtes. Pour nous, ça nous a paru assez interminable. On n'a pas du tout eu de problème à avoir des contacts avec les VC, à aller en partner meeting avec tous les fonds parisiens. Par contre, c'est une industrie qui est quand même assez moutonnière et drivée par le momentum. Et à partir du moment où on avait perdu le momentum, c'était très très compliqué de closer ce tour. Donc ça a vraiment été fait à la force du bras et on a commencé à avoir Kima, donc qui est dans beaucoup de startups françaises. Et après on avait un fonds d'investissement qui s'appelle Evolem, qui est le fonds de Bruno Rousset, qui est le fondateur d'April. Et donc on avait un petit fonds qui est dans toutes les startups et un fonds d'assurance. Et après, à la force du bras, on a cherché business angel par business angel pour arriver au premier million d'euros qu'on avait levé. Et on s'était dit, on ne peut pas lancer une boîte d'assurance en B2C si on n'a pas 1 million d'euros, si on n'a que 500 000 euros. Ça ne sert à rien de se lancer parce qu'on va on va pas faire de la qualité, on va rentrer dans un cercle vicieux d'une boîte pas crédible sur un énorme marché avec des compétiteurs très solides. Et donc il fallait un minimum de cash pour se lancer. Et donc c'était beaucoup d'acharnement, mais on a plutôt réussi au travail. Et pourquoi ils vous comprenaient pas? Enfin, ils comprenaient pas le business. Ils avaient peur. Ils disaient que c'est trop risqué. Donc ça fait je pense, 25 ans qu'il y a des gens qui essayent de faire de l'assurance en ligne. Euh, L'assurance B2C, il n'y a rien qui ressemble plus à un produit d'assurance qu'un autre produit d'assurance. Donc c'est un produit peu différencié, peu engageant. Dans l'assurance habitation, on a un sinistre tous les 10 ans. Et donc le problème, c'est pas la beauté de l'application, la beauté du site web. C'est pas en faisant un joli front-end qu'on vient vraiment changer l'industrie. Ça passe par tout reprendre, toute la chaîne de valeur. Donc chez Luco, on gère du sinistre au plombier qui va chez les gens, à l'expert, au techno d'hardware de protection. Donc il y a une chaîne de valeur qui est incroyablement longue. Il n'y a pas de MVP possible. Il faut vraiment tout reprendre de zéro. Et c'était pas. On avait beaucoup de VC qui nous disaient mais votre chaîne de valeur est beaucoup trop complexe, beaucoup trop longue. Vous faites du hardware, du pricing d'assurance, de la gestion de sinistre, c'est impossible. Et donc c'était compliqué de créer ce momentum au début. Et au contraire, les business angels, là, qui eux étaient issus pourtant du monde de l'assurance, là, eux, ils vous ont suivi. Ouais, c'était assez étrange parce que donc c'est ma troisième boîte, Luco, et j'avais un peu appris dans mes précédentes boîtes que les gens de l'industrie, s'ils comprennent ce que tu fais et qu'ils sont intéressés et qu'ils trouvent ça plutôt positif, c'est plutôt mauvais signe parce que en fait t'es pas assez disruptif par rapport aux acteurs en place. Et on n'avait pas du tout de mal à convaincre les gens de l'assurance que ce qu'on faisait c'était différent et que c'était extrêmement important. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'assurance, c'est en effet une industrie avec une chaîne de valeur très complexe. Et donc, il y a énormément de frustration parce que chacun essaye de faire bouger les lignes dans son bout de la chaîne de valeur et ne comprend pas le reste de la chaîne de valeur ou n'a pas l'expérience du reste de la chaîne de valeur. Et du coup, il y a énormément de frustration en fait, c'est impossible à grouiller. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est reconnu dans la plupart des professionnels de la science, c'est que c'est très, très dur à faire bouger. Et donc, ils comprenaient ce qu'on essayait de faire. Et c'était assez facile, finalement, de convaincre des gens très seniors de l'industrie d'investir chez nous. Et qu'est-ce qui a fait après, pour la levée de fonds suivante, que d'autres investisseurs ont finalement suivi? Et donc, la deuxième levée de fonds, elle s'est passée en 3 jours. Donc, c'est l'inverse. Et ce qu'a fait, c'était assez simple. On avait des chiffres très, très bons. Ça nous coûte 3 fois moins cher que le marché d'acquérir un client. Ils restent plus longtemps chez nous. Ils amènent leurs amis parce qu'on a un bouche à oreille qui est très fort. On a des bons chiffres de loss ratio, donc de sinistre sur prime en français. Et l'assurance, en taille de marché, c'est un marché qui est plus important que la banque. Et il y a encore très peu d'acteurs, ou quasiment pas d'acteurs en Europe qui ont commencé à émerger. Il y en a quelques-uns aux États-Unis, mais ça reste le balbutiement. Et donc il y a des VC américains, français, ou européens qui voient la taille du marché adressable, qui voient qu'il y a des choses. Voilà, l'industrie n'a pas bougé
depuis des dizaines d'années, mais il y a très peu d'acteurs qui arrivent à émerger avec des chiffres et qui arrivent à créer de la croissance saine. Et on était un des rares candidats finalement. Et donc, quand il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, c'est assez facile. Et la deuxième levée là, qu'on évoquait, ça a été 20 millions d'euros. C'est une grosse série A. Pourquoi c'est quand même beaucoup? Est-ce que c'est parce que vous cramez beaucoup? Alors, c'est une très bonne question. On ne crame pas tant d'argent que ça. Mais l'assurance, c'est un business de stock. Donc, en fait, il faut constituer un stock de clients, un portefeuille de clients. Et globalement, on perd de l'argent la première année parce qu'on vient rembourser le coût d'acquisition. Et après, le client, il reste 5, 7, 10 ans. Et donc, quand on a une très forte croissance, faut financer cette acquisition. Et donc, structurellement, si on croit, depuis la série A, on a cru 6 fois. Et il faut financer la taille du stock qui grossit. Donc, il y a beaucoup d'argent qui part en acquisition. Et après, on reprend toute la chaîne de valeur. Donc, on construit des technos de gestion de sinistres, on construit du hardware, de l'intelligence artificielle sur les foyers. Et donc, il y a beaucoup de techno aussi. Donc, on crame beaucoup moins d'argent proportionnellement à nos confrères, par exemple, américains ou même d'autres confrères en Europe. Mais il faut quand même financer cette croissance assez importante. Et est-ce qu'avoir un assureur à votre capital, ce serait un beau move ou alors c'est se tirer une balle dans le pied? Alors moi, c'est mes cours de start-upper de base qui m'ont toujours appris de ne pas avoir d'industriel chez soi. Pour une raison assez simple, mettons qu'on fasse de l'assurance et qu'on a un assureur chez nous, si un jour on veut faire un exit avec un assureur, c'est compliqué. Alors, c'est pas notre intention de faire un exit avec un assureur, mais on pense que d'avoir un assureur à son capital, c'est plus se tirer une balle dans le pied ou mettre un boulet qu'on va devoir gérer dans la suite. Et il y a beaucoup d'argent dans le marché VC privé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'argent chez les assureurs. On a évidemment des relations avec les réassureurs qui portent nos risques. Et donc là, on a une relation commerciale. Mais on n'a aucune relation capitalistique avec des acteurs de l'industrie. Et ça nous donne une liberté totale. Et je pense que c'est le plus important. Même pas un réassureur, effectivement, que vous mentionnez, type Swiss Re, Munich Re. Si on prenait du capital de réassureurs, il faudrait faire rentrer 2 ou 3 réassureurs pour qu'ils se neutralisent entre eux. Ça me prendrait 6 mois, donc on va peut-être faire ça un peu plus tard, mais aujourd'hui, on n'a pas trop le temps. Vous parlez aussi de vos concurrents qui sont plutôt effectivement côté des États-Unis, Lemonade, Maipo, qui ont levé beaucoup d'argent. Lemonade a d'ailleurs récemment fait son IPO. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour une boîte comme ça? Qui d'ailleurs, Lemonade a des ambitions en France. Et ils se lancent en France, donc ça va être nos concurrents demain. L'IPO de Lemonade est assez intéressante. Il y a un acteur en Allemagne qui s'appelle WeFox. Ils étaient en pleine levée de fonds quand Lemonade a commencé son IPO. Et ils avaient fait un deck pour expliquer pourquoi c'était l'anti-Lemonade. Et en fait, tout le monde dans le marché des VC pensait que Lemonade allait se cracher. Ils ont fait une IPO parce qu'ils n'avaient plus à lever d'argent sur les marchés privés. Et tout le monde pensait que Lemonade allait se cracher en IPO. Et finalement, ils ont fait une incroyable IPO qui est beaucoup liée à la bulle spéculative des stocks américains, notamment technologiques et tout ça. Et du coup, l'acteur allemand a dû changer. En fait, c'est pas la bonne version du deck, on s'est trompé et tout ça. Mais donc, ils ont réussi à lever beaucoup d'argent. Ils ont des gros challenges de prouver leur modèle économique. On est 3 à 4 fois plus efficient en coût marketing par premium perçu chez Luco et d'autres acteurs aux États-Unis. Donc, ils ont un gros problème de unité économique. Après, c'est un très bel acteur, très bien financé, avec des équipes brillantissimes. Donc c'est des bons concurrents. Et un autre modèle aux États-Unis qui s'appelle Hippo, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on fait, qui vient faire des technos pour prévenir les sinistres, qui vient proposer des réparateurs en cas de sinistre. Donc il y a une vision très proche de celle qu'on a. Et Hippo ne vient pas en Europe. Le fondateur investisseur chez nous. On travaille avec leurs équipes, on échange beaucoup d'idées et beaucoup de techno. Donc on est plus du côté d'Hippo chez Luco, on verra. D'accord, et pour finir, la question à choix multiple à laquelle tout le monde a dû répondre. Donc dans 5 ans, vous allez faire donc, une levée de fonds à 9 chiffres, vous aurez vendu ou vous serez rentable? Est-ce qu'on peut dire aucun des deux? Non, j'espère. Je pense qu'on sera en AF qu'on va répondre. Oui. Tout le monde a répondu. On sera rentable et on ne sera pas vendu. Ce qu'on construit, c'est un géant des services du foyer, au-delà de l'assurance. Et le foyer, c'est un univers extrêmement fragmenté où il y a des fournisseurs d'énergie, des assisteurs, des assureurs, des télécoms. Bref, c'est un marché très fragmenté et on pense qu'il y a une opportunité pour créer un géant européen des services du foyer. Et donc ça suppose être indépendant pendant très longtemps et aller en bourse à un moment. Écoutez, merci beaucoup, Raphaël, pour votre intervention. Merci à vous.